est 18 h, très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct pour une petite heure d'actu et de rencontres. Nous parlerons politique, jardinage et agriculture. Ce soir, nous sommes le mercredi 28 février. Les élections européennes auront lieu au mois de mai prochain. La gauche avance divisée pour ce scrutin. Place Publique a été créée pour travailler à son union. Je reçois Denis Depertuis, le référent pour la Haute-Savoie du mouvement politique. Nous reviendrons ensuite sur le salon de l'agriculture qui se tient actuellement à Paris. Victoria Lopez était sur place hier avec Juliette Vincent-Seigné. Victoria me rejoindra pour un petit débrief. Et enfin, nous parlerons jardinage avec Hugues Devriès. Il prend soin du jardin de Château de Menton et nous délivrera ses bons conseils à la fin de cette émission. Mais avant, comme chaque soir, on attaque avec les titres du JT. Salut Clémence. Salut Fanette. Et on commence avec des stations en grève. Oui, alors une partie des pisteurs et des agents des remontées mécaniques de la station des Arcs ont déposé un préavis de grève ce lundi. On va faire le point dans le journal. Et puis le soleil au beau fixe. C'est encore les vacances pour les Savoyards et les plus chanceux, finalement, profitent encore des conditions d'ensoleillement qui sont assez exceptionnelles en ce moment. Et donc les stations, elles font encore le point et c'est le cas aux Aillons, Margéria. Merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. J'accueille mon premier invité pour parler politique. Denis Depertuis me rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors, vous avez rejoint Place Publique, un mouvement politique né sous l'impulsion de plusieurs intellectuels, militants et élus, et emmené notamment par l'essayiste Raphaël Glucksmann au mois de novembre dernier. Ce mouvement, il vise, je cite, à bouleverser le champ politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait le constat que les partis politiques traditionnels, ils ont un peu péché, ils sont un peu, si vous me permettez l'expression, un peu à la ramasse, et qu'il faut réinventer évidemment d'autres manières de faire de la politique, et en particulier de plus associer les citoyens qui sont demandeurs. On le voit avec les Gilets jaunes aujourd'hui, le débat politique, il est partout, sauf au sein des partis politiques, ce qui est un peu paradoxal. Donc l'idée de départ, c'était de se dire, il faut qu'on recrée un mouvement citoyen, tourné vers les citoyens, aller écouter ce qu'ils ont à nous dire pour essayer de faire remonter ces choses vers, j'allais dire, le national et l'Europe, si possible, donc d'être un peu catalyseur, si vous voulez, de ces énergies du terrain. Vous êtes conseiller municipal à Annecy, d'hiver gauche, après avoir abandonné l'étiquette Parti socialiste il y a quelque temps. Qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu dans Place Publique ? Moi, ce qui m'a convaincu, c'est on ne part pas d'un dogme ou d'une pensée qui est toute faite. En fait, l'idée, c'est vraiment une horizontalité. Donc, on a des places publiques locales sur chacun des départements et parfois même dans des grosses villes, quand il y a plusieurs grosses villes par département. Et l'idée, c'est de pouvoir écouter les citoyens, de travailler au plus près du terrain pour ensuite faire remonter tout ça au niveau départemental, régional et national. Donc on n'est pas sur une idée descendante, c'est-à-dire qu'il y a un parti avec une pensée et puis il faut appliquer la pensée. C'est presque l'inverse, on part de la base et on essaye de faire remonter pour faire émerger des grandes idées. On a eu par exemple jusqu'à il y a quelques semaines en arrière, 3 semaines en arrière, une grande consultation sur Internet avec notamment des cafés de la place aussi, directement Café Citoyen à Annecy. Tout ça a permis de faire dégager un certain nombre de grandes idées qui sortiront sous forme de livres, c'est un peu un scoop, mais dans quelques semaines, et qui feront d'une certaine manière le programme de Place Publique, les idées qui ont été retenues pour être portées aux européennes et puis potentiellement à d'autres élections. Et d'ailleurs, Raphaël Glucksmann était à Annecy il y a quelques semaines, on le voit, avec pas mal de monde. Un café de la place, voilà, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que les gens viennent et puis on discute. Là, c'était sur la démocratie, puisque on a identifié 4 urgences à mettre sur la table. On a d'abord l'urgence démocratique, comment rendre notre pays plus démocratique, que ce soit de l'État jusqu'au plus proche des communes. On a aussi la question européenne, bien sûr, qui se pose devant nous, avec le risque de salvinisation, si j'ose dire, enfin d'extrême droitisation de l'Europe et peut-être même son éclatement. Il y a le risque ou l'urgence écologique, et ça je crois que tous les jours les professionnels, les scientifiques nous montrent comment cette urgence, il faut vraiment la prendre à bras le corps. Et puis enfin l'urgence sociale, on voit que notre pays est en train de se fragmenter avec des très riches d'un côté, des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, et là encore les Gilets jaunes nous le rappellent quasiment tous les jours. Donc face à ces urgences, on peut soit avoir des idées toutes faites et puis on essaie de les caler, ça c'est les anciens partis, ou soit on se dit, parfois, sur les territoires, dans les familles, il y a des petites choses qui se font et c'est intéressant de pouvoir récolter cette matière, ces bonnes pratiques pour pouvoir les faire remonter et puis, si possible, les amplifier et leur donner un plein sens
au niveau national. Alors l'un des objectifs de Place Publique, c'était de réunir la gauche aux européennes. Pour le moment, c'est un échec. Yann Brossa pour le Parti communiste, Manon Bry pour France Insoumise, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, Benoît Hamon avec son mouvement Génération. Et donc peut-être Place Publique, si j'ai bien compris, pour les européennes. Alors, pour Place Publique, le choix n'est pas encore fait. Aujourd'hui, il y a un mandat qui est donné à Raphaël Glucksmann pour essayer de travailler à cette union, parce que très franchement, on est ridicule. Il y a aujourd'hui à gauche, vous l'avez dit, 5-6 listes qui vont tout aller faire 3, Là, il n'y a pas encore le 4%. Parti socialiste. Voilà, exactement. Donc, c'est une division totale, alors qu'en réalité, quand ils ont été réunis au niveau national, nous, on avait mis 10 points sur la table en se disant, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ces 10 points? Bah, ils ont tous dit qu'ils étaient d'accord. Donc ces 10 points, c'est par exemple la lutte contre la fraude fiscale, c'est pour l'écologie, j'en parlais, enfin, etc. Des points quand même majeurs dans la vie des citoyens et pour les enjeux de demain. Ils sont tous d'accord, sauf sur une chose, c'est qui va être tête de liste, qui va être sur la liste, etc. C'est quand même dramatique, parce qu'on est en train de parler de l'avenir de notre planète, de nos enfants, de nos démocraties potentiellement même. Et on a l'impression que ces gens-là continuent à jouer dans un ancien monde et ne mettent pas leurs égos dans leur poche pour essayer d'aller vers quelque chose de plus constructif. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas paradoxal de présenter une liste alors que l'objectif, c'était qu'il y en ait moins à gauche? Alors justement, nous, on fait ce travail-là. À la fin, on verra, il y aura un vote de l'ensemble des gens qui se sont inscrits sur le site de Place Publique. On est aujourd'hui 30 000 sympathisants qui recevront chacun un code Internet pour pouvoir voter s'ils souhaitent qu'il y ait une liste Place Publique ou pas. Il y a un grand débat à l'intérieur du mouvement actuellement, parce que le Parti socialiste, vous l'avez dit, appelle à travailler ensemble. Bon, à deux, ça fait quand même maigre comme union, d'une certaine manière, donc on essaye encore de travailler. Et puis après, j'allais dire, soit on se dira, on a fait tout ce qu'on a pu, et puis tant pis. Soit on prendra les responsabilités qui sont les nôtres si besoin est. Votre avis à vous? Personnellement, Oui. moi je trouve que pour deux raisons, ce serait un peu prématuré d'y aller. La première, c'est que c'est un mouvement qui est très jeune, donc c'est assez difficile de mener une grosse campagne comme ça pour un mouvement jeune. Et puis la deuxième, c'est celle que vous avez dit, c'est que je ne crois pas qu'il faut rajouter une liste à toutes ces listes. Moi, je serais plutôt d'avis qu'on fasse campagne pour dire, il faut aller voter, parce que l'Europe, c'est très important, et ça, il faut le rappeler tout le temps. Et puis, vous avez sur l'échiquier politique des listes qui répondent un peu, imparfaitement par rapport à ce qu'on aurait fait, mais un peu quand même aux urgences. C'est peut-être pas mal. Faites votre choix là-dedans, j'allais dire, vous avez déjà suffisamment de choix. Pour le moment, La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude avec à peu près 22% des intentions de vote, 12% les Républicains, 9% Europe Écologie Les Verts, 7% la France Insoumise. Pour le moment, ça sent pas très bon pour la gauche. Oui, ça sent pas très bon parce que d'abord elle part divisée, ensuite les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vrai qu'on est sur une gauche qui est historiquement assez basse. Moi je crois, mais c'est une analyse personnelle, que dans les 25% dont on crédite la République En Marche aujourd'hui, il y a aussi toute une partie de gens qui sont de centre-gauche et qui, parce que moi je les rencontre tous les jours et je les comprends d'une certaine manière, se disent si on ne veut pas de Marine Le Pen ou de l'extrême droite, il faut aller voter pour continuer l'Europe, pour la République En Marche. Donc quelque part, c'est peut-être des électeurs qui auraient pu venir sur une liste différente, sur quelque chose qui éclate un petit peu ces anciens partis, mais qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans cette tambouille politicienne entre le PS, Génération, le PC, enfin tous ceux que vous avez cités, qui franchement sont un peu pathétiques. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens que vous croisez et qui vous parlent des européennes? Moi, je leur dis que c'est important de pouvoir aller voter, de s'exprimer. L'Europe, c'est quand même un bien commun qui n'est pas si ancien que ça. On se souvient, enfin, je ne veux pas faire de l'histoire, mais enfin, bon, en Europe, on a quand même aujourd'hui. Moi, j'ai vécu avec, on passe les frontières sans être obligé de s'arrêter aux douanes. On rencontre des gens partout. Donc, je crois qu'elle est imparfaite complètement. Il y a plein de choses à revoir, il y a plein de choses à faire et ça ne va jamais assez vite. Mais enfin, c'est quand même important de la garder pour la paix en Europe, pour les échanges culturels, pour tout ce qu'on vit, surtout dans des départements comme les nôtres, limitrophes, frontaliers, sur lesquels on a quand même tous ces enjeux. Premier tour le 23 mai. C'est ça, un seul tour.
Attention, un seul les tour, gars, sur voilà, une- il faut encore que je révise. Et pour côté place publique, là, on a vu un exemple de ce qui s'est fait à Annecy, des prochains rendez-vous en préparation. Oui, on a des rendez-vous, donc des cafés de la place, donc des cafés citoyens. Sur le mois de mars, on devrait en avoir un sur Annemasse qui est en train de se préparer, un autre sur Thonon, puisqu'on rayonne un petit peu sur tout le département. Et puis peut-être encore d'autres, un autre sur Annecy, j'espère, sur des thématiques un peu plus locales, notamment sur le logement, par exemple. Et on trouve toutes les infos sur la page Facebook de Place Publique et sur le site internet placepublique.eu. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu Merci. sur le plateau. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. Clémence va être de retour pour la revue de presse. Et on va commencer avec des conséquences des pics de chaleur qu'on connaît là depuis quelques jours. Et oui, alors ça t'a pas échappé, il fait très très beau ces derniers jours et les skieurs en t-shirt sur les pistes et les touristes en terrasse sur le bord du lac d'Annecy, c'est superbe. Et selon Météo en France, hier, donc mercredi, était la journée la plus estivale que la France ait connue depuis 1950. Mais il y a des conséquences à ces températures qui sont printanières et très agréables. C'est une sécheresse exceptionnelle et des feux à répétition en forêt. De nombreux incendies ont démarré dans la journée d'hier, au moins 4 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les pompiers n'ont jamais vu ça à cette période, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Il y a une quarantaine de pompiers de la Savoie et de l'Ain qui étaient mobilisés pour venir à bout d'un feu de broussailles dans la commune de Lucé, en Savoie, hier toujours. Et plus d'1 hectare de forêt a été ravagé par les flammes. Alors 1 hectare de forêt, il faut se le représenter comme un demi-terrain de football à peu près. Donc c'est quand même assez conséquent, enfin c'est pas rien non plus. On ne parle pas d'un petit buisson qui a pris feu. Ça a été le même scénario pour Montsapé, aussi en Savoie, où là, c'est 500 mètres carrés qui sont partis en fumée, ou encore à Voiron, là, c'est 800 mètres carrés qui ont été touchés. Enfin bref, je parle souvent dans les revues de presse, en fait, du changement climatique, etc. Et encore une preuve ici de la réalité que l'environnement en est une victime, tout simplement. Et puis, on va revenir sur l'accident de Châtel qui a eu lieu il y a quelques jours. Oui, alors vous en avez certainement entendu parler. L'accident s'est passé il y a une semaine à peu près. Une fillette a été retrouvée inconsciente à l'arrivée d'un télésiège dans la station de Châtel. Alors les conditions de son accident commencent à se préciser maintenant. Au moment de sécuriser le garde-corps, les adultes présents sur le télésiège avec elle ne se seraient pas rendus compte qu'il lui avait bloqué le bras et l'épaule. Sous le coup de la douleur, elle a perdu connaissance et son cou, en fait, tout simplement, se serait retrouvé posé sur la barre de la remontée, bloquant ainsi sa respiration. Donc je l'ai dit, il y avait un adulte qui était là, présent sur le télésiège, avec cette petite fille qui skiait avec son neveu. En fait, il ne s'est pas vraiment rendu compte de la situation sur le moment. Il a juste cru que la petite regardait tout simplement les pistes en bas, comme le font souvent les enfants sur les télésièges, tout simplement. La fillette a été sortie de son coma artificiel dimanche dernier. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais les médecins restent toujours réservés quant à d'éventuelles séquelles physiques et neurologiques qu'elle pourrait avoir. Alors, qui est responsable dans cette histoire? La question reste encore sans réponse. Il faut attendre que l'enquête avance toujours. Pour simple rappel, le règlement prévoit que tout enfant de moins d'1,25 m soit accompagné. La petite, elle, faisait 1,10 m. Voilà, pour ces nouvelles. Et toi, Fanette, on passe à ta revue de presse quand même. Du ski à 2, c'est bien ça? Non, alors on va commencer par un humoriste. Alors, je ne sais pas si tu le connais. Je ne sais pas si tu le connais. Il s'appelle Thomas Wissel. J'ai peur d'écorcher son nom. Son interview est à lire dans Active Mag qui a consacré son dernier numéro à l'humour. Donc il y a pas mal de portraits d'humoristes. Et donc il nous vient de Lausanne. Les vannes du Vaudois, peut-on lire, sont engagées, précisément documentées et ces données chiffrées. Il a été comptable en fait. Et puis au bout d'1 an, il a décidé d'aller sur les planches et de tenter cette aventure-là. Il a d'abord conquis le public de Lausanne chez lui. Et en fait, il s'est fait connaître parce qu'il est passé par le Jamel Comedy Club en 2015. Il a fait ensuite aussi des passages dans l'émission Quotidien d'Yann Berthès ou encore sur France Inter avec Nagui. Et ce qui lui a donné pas mal de notoriété en Suisse. C'est souvent le cas quand les Suisses monte entre guillemets à Paris. Et donc c'est un artiste engagé mais qui dit pourtant ne pas changer grand-chose avec ses blagues. Et si vous voulez mieux connaître son travail, il sera à Carouge, donc du côté de Genève, les 19 et 20 avril prochains pour roder son prochain spectacle. Et c'est très sympa. Si tu connais pas, c'est l'occasion. C'est vrai que je connais pas. Ça peut être très intéressant. Et du ski à 2 du coup maintenant. Et donc du ski à 2, du monoski même. Voilà, c'est l'ESF DG qui a posté ça sur Instagram. Donc
Donc voilà, une expérience, une activité à tenter, pourquoi pas. Alors là, c'est 2 moniteurs de ski, parce que je pense qu'il faut quand même un certain niveau. Oui. Et puis, il faut faire confiance. C'est ça, je ne sais pas si je tenterai C'est comme le tandem en vélo, en fait, c'est ça. Voilà, donc c'était posté par le SFDG. Merci beaucoup, Clémence. J'accueille maintenant Victoria qui est de retour du Salon de l'Agriculture. Salut Victoria. Donc tu étais à Paris hier avec Juliette, vous êtes rentrée ce matin. Vous y avez été hier parce que c'était la journée des Savoies au Salon. Donc dans ce grand salon, qu'est-ce que ça veut dire la journée des Savoies? La journée des Savoies, c'est une journée thématique, il y en a plusieurs, c'est des journées territoriales qui sont dédiées aux différents départements. Cette journée, elle est marquée aussi par les concours des vaches des Pays de Savoie, donc les vaches Abondance et Tarentaise. Et puis sur le stand qui est juste à côté du Grand Ring qu'on voit sur les images, eh bien, il y a plein d'animations, beaucoup de monde aussi qui vient justement, qui est attiré par ces animations. On entend beaucoup tout au long de la journée des allocutions. Une délégation des Pays de Savoie avec des officiels, des élus était présente ce mercredi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce stand Savoie-Mont-Blanc Tourisme? Parce que c'est vraiment sous la bannière de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Exactement. Alors on a 2 stands. Donc le stand le plus important, c'est celui qui est à côté du ring. La particularité, c'est que la filière, c'est le pavillon 1, donc normalement là où on trouve les vaches, les cochons, les moutons. Et sur le stand Savoie-Mont-Blanc, on a aussi les acteurs du tourisme, notamment les gîtes de France, l'hôtellerie de plein air. Il y a des acteurs vraiment du fromage, des différents fromages de Savoie. Donc on voit là les ateliers de fabrication et un point de vente aussi, où on retrouve tous ces fromages. Et on a croisé pas mal de monde, et pas du tout des Savoyards, pour le coup, des Parisiens, même des étrangers. On a croisé des Tunisiens, il me semble, qui viennent de loin, qui découvrent, qui redécouvrent, ou qui viennent spécialement parce qu'ils aiment les fromages de Savoie. Alors je crois que c'était une première pour toi, pour Juliette Tout aussi d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Alors justement, les concours, ça a été vraiment le moment fort de la journée, avec de très jeunes agriculteurs qui présentaient leurs espèces, enfin leurs races, Tarentaise d'un côté, Abondance de l'autre, et le fait qu'il y a beaucoup d'attention autour de ces vaches qui sont très belles. On sent toute l'attention, l'envie de montrer son savoir-faire, le soin qui est apporté aux animaux. D'ailleurs, ça nous a marqué parce qu'elles sont même pailletées, elles ont des petites paillettes sur leur robe. Donc c'est assez joli, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. On a eu la chance de pouvoir rentrer sur le ring et être vraiment au plus près de ces belles bêtes. Et alors vous avez proposé, donc on a vu quelques images hier, on en reverra aussi tout à l'heure dans le JT, mais vous avez proposé un direct sur notre page Facebook. On va en regarder un premier extrait. Alors je suis avec plein d'enfants, donc il y a plein d'enfants. Bonjour, comment tu t'appelles? Gabriel. Bonjour Gabriel. Alors est-ce que toi c'est la première fois que tu viens sur le salon de l'agriculture? Oui. Et tu viens d'où? Saint-Cloud. Tu viens de Saint-Cloud. Et alors qu'est-ce que tu as vu depuis ce matin, depuis que tu es arrivé? Les chèvres, des cochons et des moutons. Autant d'animaux, et là oui? Et des vaches aussi. Des vaches. Et là tu étais en train d'assister à cet atelier de fromage derrière toi, c'est ça? Non, je regardais, je sais déjà en faire. Tu sais déjà faire du fromage? Comment on fait du fromage alors? Moi j'ai regardé comment on fait le Beaufort il y a 2 ans. Est-ce que tu te souviens comment on fait le Beaufort alors? Je me souviens de quelques outils, mais pas trop. Et alors, qu'est-ce que c'est ton fromage préféré? Le Beaufort. Le Beaufort. Bonjour, comment tu t'appelles? Ah. Elle est plus timide. Bonjour. Et donc vous êtes la maman de ces enfants? Je suis la maman des enfants. Et alors c'était important pour vous d'emmener vos enfants au salon de l'agriculture aujourd'hui? Ils étaient, on trouve ça important de leur faire prendre conscience aussi de la réalité des agriculteurs, des éleveurs, de ceux qui fabriquent le lait, le fromage. Donc là, ils connaissent déjà les animaux, ils ont déjà visité plein de choses, mais là l'idée c'est de leur faire comprendre aussi que c'est important pour tous ces gens de venir là, de se montrer, de se faire valoriser leur savoir-faire, et voilà. Il attire du monde, le stand? Oui, alors on n'a pas réussi à obtenir de chiffres précis.
On a vu vraiment énormément de monde tout au long de la journée, c'est dans tout le salon bien sûr. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus, presque 700 000 même, sont attendus donc, pendant les 10 jours de salon. En tout cas, le stand n'a pas désempli. Là, on était vraiment en plus en pleine période de vacances scolaires. Donc sur le stand de fabrication de fromage, il y avait effectivement de nombreux enfants avec leurs parents. Il y a un vrai enjeu économique, économique à être présent dans ce hall 1 du salon. Oui, effectivement, puisque c'est une vraie vitrine. On a vu le stand de vente qui est juste à côté de la fabrication. Donc, les petits fromagers en herbe, généralement, passent aussi par le stand de fromage pour repartir avec leur fromage. Et puis, tous les fromages de Savoie sont présents. La tome des Bauges, la tome de Savoie, l'Abondance, le fameux reblochon qui est très prisé. Donc, c'est une vraie vitrine. Et également pour, on l'a dit, le tourisme et les hôteliers, les gîtes qui sont présents. Et 12 tonnes, pour info, sont vendues sur le salon. Donc, 12 tonnes, c'est quand même énorme. C'est une quantité énorme qui est on ne va pas regarder le deuxième extrait parce que le temps tourne, mais donc on renvoie à la page Facebook de Huit-Mont-Blanc où vous êtes vraiment baladés, etc. Tout à l'heure, on verra un reportage dans le JT. De quoi on va parler ? Alors là, on parle des jeunes agriculteurs. On a vu beaucoup de femmes, beaucoup de très jeunes. Et dans le reportage, on verra notamment des étudiants, alors qui sont agronomes ou étudiants en BTS. On parlera du trophée national des lycées agricoles, qui est vraiment l'occasion pour ces jeunes de montrer leur savoir-faire et qui les motive encore plus à percer dans ce métier. Eh ben, merci beaucoup, Victoria. Tu peux aller te reposer parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est éreintant de suivre le salon de l'agriculture. Merci beaucoup. On va parler jardinage maintenant avec Hugues Devriès. Je vous en prie. Est-ce que j'écorche votre nom ? Pas du tout, ça va. Bonsoir. Alors, vous êtes déjà venu sur le plateau d'Accès Direct, c'était cet automne. Alors, pour rappel, vous êtes le jardinier du très beau château de Menton. On peut voir là les images de François Pirot qui domine le lac d'Annecy. Vous y avez appliqué une méthode, la permaculture. Tout simplement, qu'est-ce que vous avez mis en place au château depuis un peu plus d'1 an ? Alors, juste pour corriger, le jardinier, c'est Jean-Michel. Ah, Jean-Michel, pardon. Je porte un projet de permaculture au sein du château. D'accord, oui. Non, mais c'est important. Et c'est un projet, en fait, qui vise 3 objectifs. Le premier, c'est de produire fruits et légumes et plantes médicinales. Le deuxième, c'est de profiter finalement de la notoriété du château. Il y a 30 000 visiteurs par an, pour emmener les visiteurs découvrir le potager et les principes de la permaculture, justement. Avoir une réflexion sur le développement durable au travers de la permaculture. Et le troisième, c'est offrir aux entreprises de la région et plus la possibilité de faire un séminaire de mise au vert avec des ateliers autour de la permaculture et faire des passerelles, en fait, des transpositions entre ce qu'on fait dans un potager suivant les principes de la permaculture et ce qu'on peut faire dans une entreprise. Donc voilà le projet. Et le tout dans un cadre à couper le magique. souffle. Oui, absolument. La permaculture, en une phrase ? En une phrase, c'est compliqué ça. En 2 peut-être. Alors, en fait, en une phrase, c'est s'inspirer du monde naturel, en fait. C'est essayer de dupliquer des écosystèmes qu'on retrouve et qu'on observe dans la nature, les dupliquer dans un système potager ou verger. Voilà, c'est le principe. Alors là, on est fin février. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans un potager ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Alors, absolument, il y a des choses à faire. Hein. Au-delà du réchauffement, du phénomène météo de ces 3 dernières semaines qui sont un peu troublantes, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, on va arriver dans la saison des semis, donc ça se prépare. Il faut s'approvisionner en graines, préparer sa terre, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va bientôt rentrer dans la période idéale pour la taille des fruitiers. Donc ça, c'est un vrai travail d'expertise. À ce propos, au potager du château de Menton, voilà l'affiche. On propose un stage le 29 mars prochain sur la taille des fruitiers, donc pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers, avec Rémi Bazot, qui est l'ancien président des croqueurs de pommes de Haute-Savoie, donc plus d'un demi-siècle d'expérience, donc un vrai expert. Et on va se faire la main en fait, sur une trentaine de fruitiers en pratiquant directement les enseignements de Rémi Bazot. Donc ça, c'est pour la taille. Mais moi, j'ai choisi ce soir de vous parler d'un sujet important qui est parfois négligé,
c'est le sol. En fait, nos légumes, la saison dernière, ont puisé énormément de ressources dans la terre, dans nos planches de culture. Et il s'agit en fait de régénérer en fait, toute cette source de nourriture, de nourrir la terre finalement. Et justement, Donc elle a besoin d'un coup de main pour ça. Absolument, oui, complètement. Donc en accord avec les principes de la permaculture, encore une fois, l'idée c'est de s'inspirer de la nature, en particulier de la forêt par exemple. Donc quand on observe une forêt en automne et en hiver, il y a des arbres qui tombent, pas tous, des troncs qui pourrissent, des branches mortes qui tombent, des feuilles mortes, etc., des végétaux annuels qui se décomposent. Tout ça, ça constitue une forme de millefeuille qui est digérée par des micro-organismes et des insectes, donc comme des vers de terre par exemple. Et cette décomposition crée un humus qui est une formidable source de nutriments pour tous les végétaux. Donc ce que je propose, c'est de recréer ça, donc principe de la permaculture, sur les planches potagères. Alors, tout simplement en épandant des déchets verts sur les planches de culture, broyats d'arbres, feuilles mortes, déchets de cuisine tout simplement, pourvu qu'on en connaisse l'origine, mais même des cartons bruns. Pourvu qu'il n'y ait pas eu d'insecticide dessus. Et il faut être vigilant aussi. Oui, donc ça, comment on sait? Parce que quand on... c'est une J'ai bonne jeté question. un carton ce matin, justement, et peut-être que j'aurais pu le mettre dans le jardin. Comment je le sais? Alors, pour faire simple, déjà, il faut du carton brun, sans impression, parce que les encres d'impression, très souvent, ont des métaux lourds. Alors, les encres noires, ça va encore, mais dès qu'il y a des encres de couleur, direction déchetterie ou cheminée. Et autrement, pour savoir s'il y a de l'insecticide ou pas, si ces cartons ont été traités, en général, les cartons en provenance d'Amérique du Nord et d'Asie, conformément à la réglementation, sont traités. Du coup, là, c'est effectivement direction déchetterie. Et autrement, des cartons européens, pourvu qu'on les dépollue, c'est-à-dire on enlève les agrafes, le scotch, les étiquettes, etc., on peut les broyer, les incorporer dans ce compost. C'est de la cellulose, c'est de la poudre de bois, au final. Vous avez utilisé le terme compost. Effectivement, ça ressemble de près au compost qu'on peut avoir chez soi ou dans son jardin, dans les boîtes, là. Ah, complètement, mais c'est la même chose. C'est le même principe. À ceci près que moi, je préconise, je préfère cette méthode, de le faire directement sur la planche de culture. Pourquoi? Parce que, en fait, cette décomposition produit de l'énergie, de la chaleur. Donc, soit on le fait dans un silo, le compost, et cette chaleur est entre guillemets gaspillée, soit on le fait directement sur les planches de culture et ça réchauffe la terre. Donc, si vous avez encore des légumes comme des poireaux ou des choux qui sont en place, faut favoriser leur croissance. Donc, il y a un effet qui est intéressant. D'autre part, vous installez à demeure tous ces micro-organismes et ces insectes sur place. Donc, vous allez pouvoir recharger votre planche de culture et toutes les petites bestioles seront en place pour digérer ça encore plus vite. Donc vous allez avoir un système très efficace, comme dans la forêt. L'humus de la forêt, c'est le même principe. Et au-delà de ça, on crée un paillis qui protège les planches de culture de l'érosion des fortes pluies qui vont arriver, j'espère. L'érosion aussi, entre guillemets, du soleil, c'est-à-dire le dessèchement de la terre, parce qu'il y a une couche d'humidité qui est maintenue. Et puis en même temps, par cette couche, on limite l'arrivée des adventices, vulgairement appelées les mauvaises herbes. Mais en permaculture, on n'aime pas parler de mauvaises herbes. Donc c'est plus efficace qu'un compost? Alors c'est autre chose. Moi, je trouve que c'est plus efficace. Maintenant, il y a des composts à chaud, des composts à froid, avec des intentions différentes. Un compost à chaud... La différence, entre les deux? Oui. Alors, le compost à chaud, ça demande plus de travail parce que ça nécessite, on le voit ici, il fume. Ça nécessite de brasser régulièrement ce compost. Ça a pas mal de vertus. Dès lors qu'on l'installe dans une serre, on produit de la chaleur, mais on dégage des gaz aussi. Donc pour l'atmosphère, à forte échelle, c'est discutable. Bon. Voilà. Oui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on a des maladies, des pathogènes, ou nos légumes ont eu des maladies à la saison précédente, comme ça monte jusqu'à 80 degrés, on brûle ces pathogènes. Donc ça peut être intéressant aussi d'utiliser ce compost à chaud. Le compost à froid, c'est ce que beaucoup de personnes font, ce qui est bien. Alors je reviens sur le compost à chaud, ça met 1 mois pour décomposer, donc c'est très rapide, mais ça demande de l'entretien. Le compost à froid, ça met 12 mois, et simplement, on fait le millefeuille, mais on laisse faire la nature. Mais ça prend 12 mois.
Très rapidement, vous l'avez dit, les températures, là, ça fait plusieurs jours qu'il fait très chaud, enfin Ouais. il fait chaud pour la saison. Ça peut être dangereux pour les potagers? Alors, effectivement, il y a un risque, hein. Heureusement, il gèle la nuit. Au château, on est à 600 mètres plus de 600 mètres d'altitude. Donc, heureusement, il gèle la nuit. Donc, la nature ne s'est pas encore complètement réveillée. Tant mieux. Il faut qu'il fasse froid, là. Il faut qu'il fasse froid. Parce que là, on va avoir une vague certainement de gel. Et je vois quand même, il y a des arbres qui bourgeonnent. On est limite, hein. Des petites nouvelles avant de terminer de votre potager? Oui, absolument. Bah alors, on a fini l'année 2018 par un très beau séminaire avec Baume et Mercier. On va en faire un dans les semaines prochaines avec une belle marque d'articles de montagne ancienne, dont je tairai le nom. Et puis, il y a d'autres entreprises qui sont à venir pour ces séminaires. Sinon, pour l'année 2019, le château organise un cycle de conférences sur le développement durable et l'éthique, qui va être introduit par la permaculture, puisque finalement c'est un principe transversal, hein. Ensuite, qui va être suivi par la vigne en biodynamie, puis l'apiculture, l'eau avec l'association Water Family du flocon à la vague, ensuite les plantes médicinales, et on conclura ce cycle par le développement durable au sein de l'entreprise, avec Joël Tronchon, qui est directeur du développement durable du groupe SEB. Donc on conclura ce cycle par cette dernière conférence. Et ensuite, on aura un week-end développement durable au château avec des stands, des animations et des présentations. Donc c'est une belle année à venir. Eh ben, super, et puis on aura l'occasion d'en reparler puisque vous revenez nous voir le 16 avril prochain. Absolument. Et donc je rappelle l'atelier du 29 mars, il reste des places. Il reste des places. Il reste des places. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Un petit rappel des titres avec Clémence, et on commence avec une grève en station du côté des Arcs. Oui, une partie des pisteurs et des agents des remontées mécaniques, comme tu le disais, de la station des Arcs, ont déposé un préavis de grève ce lundi. On va faire le point dans le journal. Et puis le soleil au beau fixe. C'est encore les vacances pour les Savoyards, et les plus chanceux profitent forcément des conditions d'ensoleillement qui sont exceptionnelles. C'est le cas aux Aillons-Margérian. On va aller y faire un petit tour. Eh ben, merci beaucoup Clémence, ne bouge pas, moi non plus, vous non plus. À tout de suite pour le JT.